Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très bon réveil à vous tous. Excellente matinée. Je suis très heureuse de vous accompagner comme pour cette journée du lundi. Allez, on ne change pas nos habitudes. C'est lundi, c'est le 1er août. Et oui, ça y est, nous entamons le mois d'août. J'espère que si vous êtes en vacances, vous passez de bonnes vacances. Si vous ne l'êtes pas encore, patientez en attendant de pouvoir profiter de vos beaux jours de congé. Nous allons en tout cas vous accompagner jusqu'à 9h30 avec nos invités et surtout parler de tout ce qui vous intéresse. En premier lieu, santé. Côté santé, nous allons parler donc de l'hépatite. C'est une maladie qui touche bon nombre d'entre vous peut-être, qui en tout cas voudraient en savoir plus sur cette pathologie, l'hépatite A, B ou C. En tout cas, notre médecin sera là pour nous en parler en détail. Il est chef de service donc des maladies infectieuses au niveau de l'hôpital donc du CHU de Bouffery qui sera là pour répondre à nos questions. Nous allons parler aussi des facilitations douanières organisées par les douanes algériennes pour justement cette saison estivale, faciliter donc le voyage et le déplacement aux Algériens venus visiter donc leur famille ici en Algérie ou carrément l'inverse bien sûr. Il nous en dira plus sur justement ces facilitations douanières. Nous allons également parler donc de Algérie Télécom avec ce lancement officiel de l'agence commerciale en ligne. Et oui, c'est tout nouveau, c'est tout récent. Nous allons en parler avec le chargé de communication. Nous allons voir un petit peu les avantages donc de cette agence en ligne, tout ce qui est donc à savoir concernant Algérie Télécom. Et puis une association qui nous vient donc de Tizi Ouzou, une association des femmes tisseuses pour la sauvegarde de notre patrimoine. Elles seront là pour nous parler du tissage et de tout ce qu'elles ont entrepris pour la sauvegarde donc de ce legs ancestral. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez apprécier ce moment en notre compagnie et ce jusqu'à 9h30 avec toute l'équipe de la Régie 7. Tout de suite, je vous laisse en compagnie donc de Ferial Chir pour la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Elle est là, elle est en super forme comme elle vient de me le dire. En tout cas, la chaleur, c'est elle qui va nous l'annoncer puisqu'elle va nous donner les nouvelles du ciel ce matin. Bonjour Ferial. Bonjour. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. En forme, on ne peut pas dire que je suis très en forme avec la fin de... Si ça avait été Mina, j'aurais compris. Elle a toujours besoin d'un petit café le matin, etc. Vous, non? Aujourd'hui, le réveil a été un peu difficile. Voilà. C'est sûr, parce que les journées sont bien longues, voilà. Il fait chaud et on a du mal à se lever le matin. Voilà, on a du mal à se lever aussi le matin. On n'a pas envie, hein. Carrément. Après une année donc de dur travail, il faut avoir quand même quelques jours de repos. Exactement. Ça va venir bientôt, Inch'Allah, oui, tout à fait. En tout cas, les téléspectateurs vous attendent avec impatience. Moi aussi. Chaque matin, ils sont ravis de vous voir pour pouvoir donner donc savoir quel temps il va faire oui, surtout aujourd'hui. Concernant les températures, la mer aussi. Voilà. Et la mer aussi, exactement. Donc on y va. Bonjour à vous et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. Excellent réveil à vous tous. Ravi de vous retrouver. Pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit du brouillard, des nuages bas au lever du jour. Mais rassurez-vous, le soleil reprendra le dessus. Au fil des heures, il s'imposera largement vers les régions côtières, l'intérieur du pays. Une activité pluvio-orageuse est prévue cet après-midi à l'intérieur est, l'extrême sud, le Hogar, le Tassili. Un voile de nuages s'étendra aussi du sud-ouest vers le nord-Sahara jusqu'au sud des oasis. Ces nuages sont accompagnés d'orages en fin de journée. Les températures, les voici donc. Il continuera à faire chaud au nord comme au sud, surtout à l'intérieur sur la plupart des régions du sud. Regardez, 40 cet après-midi pour Elizane, 42 à Djelfa, 40 aussi à Betna. Il fera 34 à Alger, 32 à Nabaskikda, 33 pour Oran, 36 Tlemcen, 38 El Beyod. Au sud, 47 le maximum cet après-midi à Tindouf, entre 43 et 44 à l'extrême sud, entre 45 et 46 au Sahara central, 41 Ilizi ainsi qu'à Ourgla et enfin 44 à Hassim Saoud. Place à présent à l'état de la mer. Cet après-midi, la mer sera peu agitée avec des vents faibles, une mer très agréable avec des vents qui varient entre 10 et 30 km/h au centre ainsi qu'à l'est et enfin entre 10 et 20 km/h
à l'ouest. Le soleil se couchera aujourd'hui à 19h54 et vous avez toujours le site de Météo Algérie qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre présence, agréable journée, profitez de la mer, du soleil, des vacances aussi et à tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, ce sont des températures estivales, n'est-ce pas? Donc Voilà. on n'a pas à se plaindre, on attendra. Il faudrait être patient, bien se protéger et puis pas trop charger la clim, hein. Voilà, oui, Ouais, parce qu'il y a des chutes de tension après. exactement. Voilà, C'est la période. c'est la période. Donc merci beaucoup, Je vous Faliel. en prie. Excellente journée à vous. À vous aussi. Et puis on vous retrouvera avec grand plaisir tout à l'heure midi et 19h juste après les journaux Rendez-vous télévisés pris. de Canal Algérie. Voilà, on vous laisse repartir avec une belle chanson. Merci. C'est le groupe du Maui Africa qui chante Amchi Ya Rasoul.
Sur le plateau, on était déjà en plein débat avec notre premier invité, le médecin qui est avec nous, Mohamed Yousfi. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes donc chef de service donc des maladies infectieuses au CHU de Boufarik et vous êtes aussi à l'hôpital de Boufarik. Vous êtes aussi professeur et vous êtes aussi président de la Société algérienne d'infectiologie. Et vous êtes là pour nous parler donc de l'hépatite, cette maladie qui touche un bon nombre donc de personnes, quelquefois qu'ils ne savent même pas qu'ils sont infectés. Donc il faut rappeler aussi tout le travail que vous avez consenti, vous avez fait durant cette période de Covid. Vous étiez parmi les premiers médecins qu'on recevait ici sur nos plateaux. Et les plus courageux, on va dire. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. En rappelant le Covid, confidence, c'est pour vous dire que en 40 ans d'existence, en 40 ans de carrière dans la santé, moi personnellement et l'équipe et un peu partout dans la travers du monde, personnellement je n'ai pas donc vu ce que j'ai vu dans les 2 ans du Covid. Exactement. En termes d'importance, en termes de travail, de pression, tout ce qu'on a vécu. On ne l'a pas vécu, moi je vous ai dit ça personnellement, c'est vous dire, j'allais dire, l'importance de cette pandémie et les effets quand et on a perdu beaucoup de collègues et d'amis, mais surtout avec une pression énorme, un travail, et là je rends hommage, me donner l'occasion à tout le personnel de santé, particulièrement au personnel de l'hôpital de Boufarik, qui ont fait un excellent travail et avec les moyens de bord, il faut dire, c'est un hôpital de santé publique, ce n'est pas un CHU. Tout à fait. Les premiers touchés, les premiers à avoir subi justement cette pression. Le premier cas, c'est le 1er mars, quand on a diagnostiqué les 2 dames que je salue encore une fois, de Blida, et pendant pratiquement tout le mois de mars, c'était la wilaya de Blida qui était touchée et représentée par l'hôpital de Boufarik, qui est parce que je gère le service de référence de maladies infectieuses de la wilaya de Blida et de la région centre. Donc c'est pour cela que bien après, on a fait appel aux autres structures de Blida et bien après que les autres wilayas ont commencé à avoir le Covid, et on a maintenu j'allais dire, ce rythme avec les différentes vagues. D'ailleurs, c'est pratiquement le seul hôpital en Algérie qui était complètement Covid. Donc tous les lits étaient réservés au Covid en dehors de la maternité. Tous les services en dehors de la maternité. Voilà. Donc, en tout cas, vous en êtes sorti grandi par cette expérience et ça a forgé bon nombre de jeunes médecins aussi. C'est une expérience, on va dire, inédite. Vous l'avez cité, en 40 ans de carrière, c'est la première fois que vous avez vécu ça. Parce que en 2 ans, vous n'avez jamais vu. Je vous ai dit, c'est une pandémie que l'humanité n'a jamais vécue depuis plus d'un siècle. Et vous avez fait face, comme on dit, bravo à tout ce personnel médical et tous ceux qui ont dû faire face à cette pandémie. Comme ça. Alors, on revient bien sûr à cette hépatites virales. Tout à fait. Cette pathologie qui touche bon nombre de patients. Quelquefois, ils ne savent même pas qu'ils sont atteints de cette pathologie. Alors, il faut rappeler que c'est une infection, une inflammation du foie. Une infection et inflammation, bien sûr. Et ça touche, on peut dire, c'est l'hépatite A, B et C. Il y a plusieurs types d'hépatite. À l'occasion aussi, on parlait de services de référence, le Boufarik aussi parmi les services de référence de prise en charge des hépatites virales depuis maintenant une quinzaine d'années. On parle aujourd'hui, il faudra en parler toute l'année. Oui, c'est parce qu'on parle de la journée mondiale, on y revient chaque année. Mais c'est important. C'est la remarque que je fais tout le temps à nos amis des médias, et on est à leur disponibilité. En termes de sensibilisation de tous les problèmes de santé publique, il faut en parler toute l'année, il faut être présent, il faut sensibiliser, il faut informer le citoyen. Effectivement, là on parle parce que la journée mondiale des hépatites virales, on l'a célébrée jeudi passé, le 28 juillet, avec le ministre de la Santé. Donc c'est l'occasion d'en parler, mais il faut qu'on en parle, surtout que c'est un problème comme d'autres problèmes, un problème majeur de santé publique mondial, et automatiquement en Algérie. Et donc, c'est quelque chose qui est en train de faire c'est des pathologies qui sont en train de faire des ravages et qu'on peut
et qu'on peut éviter, qu'on peut donc certains donc traiter, guérir complètement et d'autres donc les contrôler et on a les moyens. À titre d'exemple, disons à titre indicatif, donc concernant les chiffres, ce qu'a déclaré l'Organisation mondiale de la santé, donc on a 296 millions de malades d'hépatite virale B et 58 millions d'hépatite virale C. Je reviendrai donc sur ces chiffres. Donc là, pour votre question, effectivement, il y a les hépatites, il y a la A, la B, la C, la D et la E. Donc, mais les plus connus, les plus connus et les plus dangereuses, les plus dangereuses. La A, c'est clair. La A, c'est une maladie à transmission donc hydrique, donc c'est par l'intermédiaire du tube digestif. Donc ça n'a rien à voir avec la B et la C. C'est une maladie donc essentiellement du manque d'hygiène, donc chose qu'on avait comme nous. Il y a des décades, on en avait avant, et comme beaucoup de pays donc, du tiers-monde, alhamdoulilah, non, elle a pratiquement disparu. En dehors de temps en temps, c'est un foyer ponctuel comme ça parce qu'il y a un problème, mais sinon ça a pratiquement disparu. Donc c'est une maladie donc, à transmission de l'hygiène. Ça c'est pour la A. Voilà, mais quels sont les symptômes de cette J'y arrive. Donc les symptômes sont communs à toutes ces hépatites, on va en parler. Donc la B et la C, on va en parler, et il y a la D qui est collée à la, on va dire à la B, et la E aussi, où il y a donc des modalités de transmission autres avec les animaux digestifs, etc. Donc on va se concentrer sur la B et la C. Ce sont les plus répandus, on va dire. Les plus répandus et les plus graves, les plus dangereuses. Pourquoi ? Parce que, tout simplement parce qu'elles sont les plus fréquentes. Je viens de donner des chiffres. Pour revenir aux chiffres, en Algérie, malheureusement, donc, il n'y a pas d'enquête, on va dire, récente. Donc, on a des enquêtes anciennes qui nous donnent un chiffre de prévalence de 2,15% pour l'hépatite B, c'est-à-dire qu'on aurait plus de 800 000 cas d'hépatite B et un chiffre de 1 à 1,4% pour l'hépatite C qui nous donne des chiffres de plus de 400 000. Ça vous donne une idée parce que ce qu'on voit et ce qui est dans la nature, c'est beaucoup plus important. Et c'est ça la gravité. Donc, c'est donc, des maladies, je vais vous donner après les symptômes, qui sont caractérisées par le plus souvent d'être silencieuses. C'est-à-dire que les symptômes viennent rarement. Donc, et le plus souvent, le malade est porteur donc, du virus sans le savoir. Et ce virus, donc, qui peut toucher tous les organes, mais qui a une affinité pour le foie. C'est pour ça qu'on parle d'hépatite virale. Donc, il a cette affinité pour le foie. Il continue à ce moment-là excusez-moi du terme, à manger ce foie. De manière sournoise. Oui, progressivement, sur plusieurs années, jusqu'à arriver, si ce n'est pas dépisté, à la cirrhose du foie, où à ce moment-là, n'oubliez pas que le foie, c'est le moteur, c'est le réservoir pour beaucoup d'hormones, beaucoup de choses pour le corps humain. Et après la cirrhose, on arrive au cancer du foie. C'est ça la gravité. Et le foie qui fatigue aussi, et bien sûr, mais je vous ai dit, c'est lui le moteur, donc, et automatiquement après. Donc, en termes de symptômes, je répète encore une fois, qui sont assez donc rare, c'est la fatigue, on retrouve au début un petit peu de fièvre mais qui disparaît, c'est surtout la fatigue, donc, et après on peut avoir des signes digestifs comme les vomissements, et surtout donc là c'est un symptôme lorsqu'on l'a, donc pratiquement qui nous oriente sur les fatigues, c'est ce qu'on appelle donc l'ictère chez nous, ce qui est appelé communément la jaunisse. Vous n'aimez pas quand on dit ça, il faudrait donc bannir. C'est vrai que les gens disaient Boussafaïr en arabe, et en français on disait il a la jaunisse. Mais je vais faire là pour que le citoyen le comprenne, donc la jaunisse ou l'ictère. Et là aussi, il faut bannir l'histoire. Et donc voilà. Là, c'est ça. Non, écoutez, beaucoup de personnes disaient ça. On est en 2022, écoutez. Donc là, c'est une maladie on doit aller voir son médecin et qui se traite. Pourquoi j'ai dit il faut oublier jaunisse? C'est un symptôme. C'est comme les vomissements, comme la diarrhée. C'est un symptôme parce que ce symptôme peut ne pas être dû par le virus. C'est vrai. Donc, il peut être dû à
des bactéries, il peut être dû à donc une origine qui n'est pas infectieuse, ce n'est pas un microbe. Et c'est le cas, par exemple, lorsque les problèmes chirurgicaux, lorsqu'il y a un calcul, donc la hajra, comme on dit, au niveau de la vésicule, où il y a un obstacle au niveau de la vésicule du foie, et bien la bile est bloquée. Donc le produit sort dans le sang et ça donne cet ictère. Et donc c'est pour faire comprendre que ictère ne veut pas dire hépatite virale. Forcément hépatite virale. Et donc c'est un symptôme qu'on peut trouver dans beaucoup de maladies, mais ce symptôme, lorsqu'il est donc dans l'hépatite virale, donc c'est clair qu'il va attirer l'attention. Le malade va voir son médecin, il va faire son bilan, il va trouver donc une atteinte du foie qui est importante et qui nous oriente à ce moment-là vers l'hépatite. Et à ce moment-là, on va faire donc le diagnostic, on va faire la sérologie et on va trouver à ce moment-là. Et à ce moment-là, la personne est infectieuse. Donc, justement. Alors là, non, on va donc parler après des modalités de transmission parce que la personne... Elle est contagieuse, c'est ce que je voulais dire. C'est ça. Donc elle ne contamine pas comme ça directement. Donc il y a des moyens de plutôt il y a des modalités de contamination. La contamination ne se fait pas comme ça directement lorsqu'on mange de la même assiette ou avec la même main ou plutôt en touchant la main, c'est pas ça du tout. Donc là, il faut savoir que ces hépatites, donc je reviens d'abord donc un petit peu aux symptômes cliniques. Donc le plus souvent, comme je dis, ne donne pas des symptômes. Et lorsque donc ça donne des symptômes, même lorsque ça ne donne pas de symptômes, elle passe par 2 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la phase aiguë. La phase aiguë, donc, de cette hépatite, on est en train toujours de parler. C'est valable pour toutes les hépatites, mais on est en train toujours de parler de la B et de la C. Et c'est la phase aiguë où la majorité des malades donc, guérissent. Soit lorsqu'ils ont des symptômes, ils vont disparaître, soit lorsqu'ils n'ont pas de symptômes, sans le savoir, ils guérissent. Donc là, heureusement, donc la majorité des malades, ils guérissent. C'est une période qui dure 6 mois. Après les 6 mois, si le virus continue et à se multiplier, le malade n'est pas guéri, à partir de là, on passe à la phase chronique. Et c'est celle-là qui est grave. Qui est dangereuse. La phase chronique, que ce soit de l'hépatite B ou de l'hépatite C, et c'est celle-là qui va s'installer sur plusieurs années si on ne fait pas le dépistage et qui peut arriver donc au cancer du foie après plusieurs années. Donc 2 étapes, la phase aiguë et la phase chronique. Maintenant, les modalités donc de transmission pour la C, c'est essentiellement donc la transmission par voie sanguine. C'est-à-dire la maman qui transmet. Non, pas ça. Je parle de la C, de la C. Donc c'est essentiellement par voie sanguine. Il y a un petit pourcentage par voie sexuelle chez certaines catégories de personnes. Ce n'est pas le cas pour la B, mais c'est essentiellement donc par voie sanguine. Et elle a en commun, la C et la B, cette transmission par voie sanguine. Par voie sanguine, c'est quoi? C'est tout ce qui est sang infecté par le virus. Tout ce qui est sang infecté par le virus, à savoir, donc, avant, depuis les années 90, on ne va plus. C'était, donc, tout ce qui est transfusion sanguine, maintenant, le sang est contrôlé à 100%, il n'y a aucun problème. Mais tout ce qui est utilisation d'un rasoir, c'est le cas chez les coiffeurs. Chez le coiffeur, une lame. Normalement, là, ça ne devrait plus y être. Le dentiste. J'y arrive. Avec le jetable. Donc là, c'est clair, ça ne devrait pas poser de problème. Tout ce qui n'est pas jetable, tout ce qui est utilisé, il y a certains même qui utilisent... En principe, ça ne vient pas à l'idée d'utiliser aussi une brosse à dents. Qui n'est pas à soi. C'est ça. Voilà. Donc là où il y a du sang, bien sûr, le dentiste, en principe, il y a des circulations claires avec l'utilisation de l'autoclave pour la stérilisation. Normalement, chaque malade qui rentre chez le dentiste utilise un plateau pour chaque malade. Et donc, automatiquement, et malheureusement, certains de nos confrères, et on a eu des cas comme ça, donc, et on a encore des cas contaminés chez les dentistes. Donc, tout ce qui est... Ils ne sont pas rigoureux sur l'hygiène. Ah oui, mais c'est malheureux. C'est malheureux, mais pas parce que là, c'est tout ce qui est hygiène des soins. C'est valable au niveau des hôpitaux, c'est valable au niveau donc, des cabinets privés. Là aussi, on est toujours dans le sang infecté, tout ce qui est échange de seringues chez les toxicomanes. Donc, lorsque le toxicomane, lorsqu'il utilise la drogue, il s'injecte la drogue en utilisant sa seringue à lui, il n'y a aucun problème. Donc, mais lorsqu'ils se mettent en groupe et ils échangent, ça c'est la contamination par voie sanguine. Et donc je reviendrai après, ça c'est essentiellement pour la C et
une modalité de la B. La B, il y a 3 modalités. Donc, il y a la sanguine, il y a la voie sexuelle. Et c'est pour ça que l'hépatite B est considérée comme donc, une infection sexuelle, à transmission sexuelle, la B, comme le sida, comme l'AIDS. Et donc, automatiquement, lorsqu'il y a donc un des 2 partenaires, et souvent, lorsqu'on va parler de dépistage, les conjoints, dans un des conjoints donc, qui n'est pas au courant, automatiquement, il va contaminer l'autre. Donc, elle se transmet par voie sexuelle. Ça, on insiste beaucoup. Donc, sanguine, sexuelle pour la B. Et 3e, c'est la transmission de la mère à l'enfant. Et là aussi, qui est inacceptable parce qu'on peut l'éviter. Et automatiquement, elle peut transmettre ça à l'enfant. Et donc là, c'est les modalités de transmission. Qu'est-ce qu'on a et on a tous les moyens pour éviter ces maladies. Et le principal maître mot, comme on dit, vous avez vu à travers ce que j'ai expliqué, c'est le dépistage donc précoce, c'est le dépistage. C'est ça. Alors quelquefois, quand c'est la mère qui transmet à l'enfant, quelquefois les enfants on le sait pas, les enfants ne savent pas qu'ils sont infectés jusqu'à peut-être l'âge adulte où il faut faire une intervention ou quelque chose comme ça. Ça ne devrait plus exister dans des pays comme le nôtre, où maintenant les grossesses sont contrôlées, suivies, sont médicalisées, sont suivies. Très bien. Automatiquement, il y a un dépistage avant déjà. Donc, si vous le permettez, donc je reviens au dépistage et après pour la prise en charge. Le dépistage, donc là, il faudrait que le citoyen algérien utilise n'importe quelle circonstance. Il va à son médecin pour son diabète, pour son hypertension, une visite d'embauche, un bilan annuel. Il utilise toutes les opportunités pour faire ce dépistage. C'est une sérologie qu'on fait et à ce moment-là, on sait si on est négatif ou positif et je donnerai après tout à l'heure les moyens. Donc le dépistage est le maître mot. Surtout qu'on a, comme je dis, toutes les structures de santé peuvent le faire, mais plus particulièrement ce qu'on appelle les centres de dépistage. Il y en a plus de 64 à travers l'Algérie. Il y a au moins un dans chaque wilaya qui s'occupe du dépistage du sida, de l'hépatite B, de l'hépatite C, de la syphilis, qui est gratuit, anonyme, donc le problème se pose, n'importe quel citoyen se présente. Ça, c'est les centres de dépistage. Et lorsqu'ils dépistent, ils orientent les malades vers les centres de prise en charge. Et pour les hépatites virales, on a 45 centres de dépistage, dont fait partie Boufaïk, 45 centres de dépistage qui s'occupent donc de la prise en charge. Une fois qu'on sait que le malade a la B ou a la C, on s'occupe à ce moment-là de ces malades et on a les moyens. On a les moyens qu'ils soient humains en termes de spécialistes. C'est les infectiologues, c'est les gastroentérologues, hépatos, c'est les internistes qui s'occupent de ça. On a les moyens donc matériels avec donc tout ce qui est charge virale. Donc nous à Boufaïk, on a un hôpital où on a tout au niveau de l'hôpital, particulièrement donc tout ce qui est biologie, charge virale, pour avoir le virus pour que le citoyen comprenne. Et ce qu'on appelle le fibroscan, c'est un appareil qui nous permet de voir dès le début l'état du foie. Comment est le foie. Donc ça, on a les moyens pour prendre en charge et on a aussi le traitement. Donc le traitement existe. Et ça permet pour la B, un contrôle pour les médecins, pour le ministère de la Santé, tout à fait. Et au niveau mondial, parce que c'est une surveillance. Justement. Il y a cette cellule de veille qui permet de savoir où en est l'hépatite en Algérie. Il y a un comité national de surveillance qui s'occupe d'un comité national de lutte contre les hépatites virales qui existe depuis 2007, dont je fais partie. Donc, et même dernièrement, on a validé donc le programme national de lutte contre les hépatites virales qui est préconisé par l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé qui donc se permet le défi, donc elle a lancé. Donc l'objectif, c'est dans le cadre des ODD, des objectifs donc, de développement durable, de mettre fin à l'épidémie des hépatites virales en même temps que le sida en 2030. Donc on a cet objectif. Donc beaucoup de pays développés sont en train d'y arriver. Nous on y va progressivement, Inch'Allah, mais on a cet objectif et donc d'éradiquer donc ces épidémies des hépatites virales, particulièrement, comme je vous dis, la B et la C, avec la gravité dont je vais parler, et le sida en 2030. Et pour cela, on a, comme je vous dis, tous les moyens. Maintenant, je reviens aux hépatites, les 2 hépatites. Donc, l'hépatite B, on a un moyen
très important qui est la vaccination. C'est-à-dire que les enfants, disons maintenant que c'est des jeunes hommes maintenant, toutes les personnes qui sont nées à partir de 2003, parce que la vaccination est devenue obligatoire en 2003, sont immunisés à vie. C'est-à-dire depuis ceux qui ont 19 ans sont tous immunisés. La seule exception, si à un moment donné de leur vie, ils font un déficit immunitaire, l'immunité diminue, là, on va faire une sérologie, on va voir l'état de protection, on peut leur faire une dose de rappel, mais ils sont immunisés à vie. Rien n'empêche, il faut faire quand même ce dépistage. Mais non, pour tout le monde. Pour ceux qui après 19 ans, non. Oui, bien mais sûr. Le problème, c'est pour ceux qui sont nés avant 2003. Avant 2003, donc ceux qui sont nés avant 2003, donc ils doivent impérativement. Et lorsqu'ils font le dépistage, il y a 2 cas de figure. Soit ils sont négatifs, et automatiquement, on les oriente vers la vaccination. D'accord. Et ils vont se vacciner. Et donc, ils sont donc à ce moment-là protégés pendant toute leur vie. Soit ils sont positifs. C'est pas un drame. Automatiquement, on les envoie au centre de prise en charge. On va faire le bilan, on va faire donc tout ce qui est donc la charge virale pour voir le virus. Donc, il y a combien de virus à l'intérieur. On va faire le fibroscan pour voir l'état. Et plus on dépiste tôt, plus on va dépister donc les dégâts au niveau du foie tôt. Et donc, on va à partir de là, bien sûr, à partir de là, il y a un traitement de l'hépatite B, je dis bien B, qui est devenu maintenant avec le traitement une maladie chronique, c'est-à-dire comme le diabète, l'hypertension. Il y a un traitement qu'on donne un seul comprimé par jour que pour et à ce moment-là, on maintient ce qu'on appelle une charge virale indétectable, c'est-à-dire que le virus se multiplie très peu, comme le sida, la même chose. Et donc le malade va vivre normalement et on freine la multiplication du virus au niveau surtout du foie, et donc même s'il y a des dégâts, il ne s'arrête là pas, et au contraire, on peut améliorer l'état du foie en traitant tôt, c'est-à-dire que le foie, on peut donc à ce moment-là le récupérer et il revient comme il était au début, si on s'y prend avant. Maintenant, si on trouve des lésions avancées, on va stopper ces lésions. Ils ne vont pas aller à une cirrhose importante ou au cancer du foie. Et le malade continue à vivre. Ça, c'est pour la B. Donc, vous voyez l'importance donc, de la prise en charge. Ça nous permet donc, de vacciner pour celui qui est négatif, et celui qui est positif, ça nous permet de le traiter. Tout à fait. Pour la C, pour la C, c'est la seule maladie virale dans le monde, c'est la seule maladie qui est guérissable, c'est-à-dire qu'on guérit. Donc, Totalement. Toutes les autres maladies virales, comme le sida, comme je viens de le dire, on peut les contrôler donc, et vivre avec. Mais le virus reste, donc il se multiplie même à bas bruit. Mais là, non. Grâce à l'évolution de la médecine et surtout au traitement, il y a eu une révolution à partir de 2013-2014, il y a une révolution. Et donc, on peut traiter. Donc, lorsqu'on fait le dépistage, on va avoir donc les anticorps, c'est-à-dire c'est un développement naturel. Les anticorps, mais des anticorps ne veut pas le dire on a la maladie actuellement ou on a fait la maladie. Lorsqu'on a des anticorps, donc ça c'est pour l'hépatite, c'est comme pour la B, l'hépatite C, on va aller à la charge virale, c'est-à-dire voir s'il y a du virus qui se multiplie ou non. Si on ne trouve pas de virus avec les anticorps, ça veut dire que le malade a déjà fait l'hépatite C et il est guéri, immunisé. Si on n'avait pas trouvé les anticorps, c'était négatif, là, tout ce qu'on fait, il est négatif, c'est les conseils. On va dire, parce qu'on sait comment ça se transmet, on va dire à ce patient, faites attention pour la contamination, faites attention à l'avenir. Et il fera une fois par an donc, un dépistage. Donc là, c'est uniquement les conseils. S'il est positif et à la charge virale, les anticorps sont positifs, et à la charge virale est positive, là, il est en train de faire cette hépatite maintenant. Et là, pour aller en faire la part des choses entre l'aigu à ce moment-là et la chronique, et on va l'envoyer au centre de prise en charge. Centre de prise en charge, on va faire le bilan, comme je viens de dire, de la charge virale, on va faire le fibroscan pour voir l'état du foie, et on va le mettre sous traitement. Un traitement qui est de 3 mois. Bientôt, on va passer à un traitement de 2 mois. Donc, avec l'évolution des progrès thérapeutiques. Donc, et ce traitement permet donc d'éliminer pratiquement à 100% le virus au niveau du... Et le malade est guéri. Très bien. Autre chose aussi, ce traitement est produit en Algérie. C'est un laboratoire algérien qui le produit, c'est important.
parce qu'au prix que coûtent les médicaments, il est fabriqué depuis plusieurs années en Algérie. Et donc en résumé, vous voyez que c'est très facile. C'est surveillé. C'est en tout cas encadré pour que justement cette pathologie disparaisse. J'insiste parce qu'on doit, c'est-à-dire relever le défi qu'a envoyé l'OMS. On a les moyens. La balle est chez le citoyen pour le dépistage. Mais je dirais aussi, aussi c'est le personnel soignant. Parce que, et là je lance un appel aussi à nos collègues, il faut qu'ils utilisent toutes les opportunités qu'ils ont devant un malade, devant un patient, pour lui proposer. Lorsque j'ai mon patient qui vient pour n'importe quelle consultation. Est-ce que vous avez fait je lui propose, par exemple? Je lui propose. Oui. Écoutez, donc vous n'avez pas fait, comme vous dites, donc je vous propose de faire la sérologie de l'hépatite B, de l'hépatite C, du VIH, et je l'envoie pour de simples examens pour le dépistage. Donc, le citoyen, il faudrait qu'il pense donc à ses maladies, à sa santé, et d'un simple dépistage, donc il va éviter des drames pour lui et pour sa famille, et le médecin ou le personnel soignant qui propose ça. À partir de là, donc on peut facilement, je dis bien facilement, mettre un terme, comme sont en train de le faire certains pays, à ces maladies, sachant que pour la B, plus on avance, plus la majorité de la population sera immunisée parce que, avec l'âge, donc, la vaccination... Très bien. En tout cas, ça fait partie des investigations du médecin en général. Il pose toutes ces questions aux patients et, bien entendu, il fait son diagnostic. En tout cas, sa mission de santé publique, c'est ça. C'est-à-dire, parce qu'un médecin, il ne faut pas oublier qu'un médecin, qu'il soit dans le privé, qu'il soit dans le public, il a des obligations de santé publique. Il y a des maladies auxquelles il doit conseiller et donc orienter le malade pour qu'il soit dépisté. Exactement. Et les toxines sont très mauvaises aussi pour le foie. Oui. Alors, quels sont, par exemple, quelques derniers conseils d'alimentation pour un patient? Alors là, il n'y a aucun... Bon, avant, on parlait de régime, etc. Oui. Bien sûr. Une personne qui a un foie fatigué déjà. Un foie fatigué, mais ça pas spécialement pour l'hépatite virale, donc il faut éviter tout ce qui est donc, gras, etc. Lorsqu'il y a la phase aiguë. Mais sinon, il n'y a pas de régime particulier par rapport aux hépatites virales. Bien sûr, lorsque le foie est très abîmé, et ça donc il y a des spécialistes qui suivent. Donc là, il y a pas mal de conseils qu'on doit donner, mais pour dire qu'il y a un régime pour les hépatites virales, il n'y a pas du tout de régime. Très bien. Le plus important pour nous, c'est qu'on le dépiste le plus rapidement pour qu'on le prenne en charge. Parfait. En tout cas, Yatek Saha, merci pour tous ces conseils et toutes ces explications concernant les hépatites. Aujourd'hui, c'était donc un cours, en tout cas, et j'espère que vous aurez donc tout compris concernant les hépatites, que ce soit A, B, C, D ou E. C'est ça? C'est ça. Voilà, merci beaucoup, professeur. Je rappelle que vous êtes donc Mohamed Yousfi, professeur chef de service des maladies, docteur. Donc, chef de service des maladies infectieuses au niveau de l'hôpital de Boufarik, et vous êtes aussi président de la Société algérienne d'infectiologie. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Bon courage à vous et puis à très bientôt, Inch'Allah. On continue. Je vous invite tout de suite à suivre ces belles images d'Algérie. On se retrouve juste après pour notre autre invité.
De retour sur le plateau, nous sommes en pleine saison estivale et si vous avez déjà voyagé, vous avez donc été aussi bien accueillis, je l'espère en tout cas, par tous les services concernés par les voyages. Et bien, pour nous parler du service donc des douanes algériennes, ils sont là pour répondre à toutes nos questions et vos interrogations et surtout toutes les facilitations qui ont été mises en place durant cette période estivale. Et pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Mourad Mazouz. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci madame. Bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Vous êtes donc représentant des douanes algériennes, contrôleur général, sous-directeur de la procédure et des facilitations au niveau donc des douanes algériennes. Oui. Merci d'être là et surtout parler un petit peu de tout ce que vous avez mis en place. C'est un travail énorme, j'imagine. Toutes les personnes qui sont justement mobilisées pour que cette saison estivale se passe dans de très bonnes conditions. Toute notre communauté venue en Algérie, rentrée au pays, soit bien accueillie. Oui, tout à fait. Merci pour l'invitation. Merci de nous avoir donné cette occasion pour répondre à vos questions et puis répondre à certaines préoccupations, des interrogations de nos concitoyens. Effectivement, comme à chaque année, au début de la saison estivale, il y a un travail immense de préparation, justement pour réussir la saison estivale et pour réussir le bon accueil de nos concitoyens, des Algériens comme nous qui viennent passer des vacances avec leurs proches ici en Algérie. C'est surtout qu'après 2 ans donc, de fermeture, les voyages étaient rares. Avec la pandémie, tout s'est arrêté. Et donc là, c'est la reprise donc, de ces activités. Justement, c'est une aubaine pour eux, c'est ce qui accentue un peu cette obligation de bien servir nos concitoyens et de leur offrir le meilleur service public possible. C'est ça, en plus du flux. Oui, un flux très important, considérable, tant sur le plan de la frontière aérienne, maritime, que terrestre, avec la Tunisie tout récemment. Et donc, sur le plan préparation, il y a des réunions de coordination qui sont tenues avec l'ensemble des intervenants, l'ensemble des services concernés par le traitement des voyageurs qui sont présents au même titre que des douanes au niveau de la frontière algérienne, maritime et aérienne, ainsi que terrestre. Il y a eu des réunions de sensibilisation et de traçabilité de toute la stratégie, tous les dispositifs de facilitation de traitement qui sont mis en œuvre à l'égard de nos services, qu'ils soient cadres ou agents qui sont face au public. Dans ce contexte également, il y a eu cette insistance sur l'importance de mettre en place toutes les facilitations et d'accélérer le traitement douanier des voyageurs tant à l'entrée qu'à la sortie. On met en place l'ensemble des dispositifs et également pour l'ensemble des préposés au contrôle douanier sont sensibilisés sur la façon de bien accueillir, de bien traiter les voyageurs et du risque professionnel s'il y a jamais des dépassements qui sont intransigeants au niveau de la Direction générale des douanes. Au niveau des douanes, vous avez toujours eu cette responsabilité donc de faire très attention au flux, donc bien sûr des voyageurs, mais aussi aux voyageurs qui seraient aussi inconscients, qui prendraient donc les valises. Vous avez toujours fait de la sensibilisation autour de cela, des bagages qu'ils ne connaissent pas et faire très très attention. Tout à fait. Pour nous, le voyageur, madame, c'est un client d'abord, c'est le client de notre institution. D'abord, il y a des couloirs qui sont tracés en matière de gestion des risques, un couloir vert, c'est-à-dire un passage très rapide et très diligent pour les familles qui ne présentent pas un risque de fraude, pour les personnes à besoins spécifiques, pour les personnes malades, pour les personnes qui ont besoin d'assistance et pour toute autre personne, les personnes âgées également, qui bénéficient de ce privilège de passer par le circuit vert parce qu'ils ne présentent pas un risque de fraude quelconque. Pour les autres voyageurs, il y a un traitement rapide qui doit être fait sous un contrôle quelconque. Il y a un contrôle sélectif des voyageurs dans un système de gestion des risques. Et tout ça, avec un accompagnement et un guide des voyageurs qui sont, pareil, je dirais, qui sont un peu désemparés, désorientés, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment agir, qui ne connaissent pas les formalités. On les accompagne dans l'accomplissement de l'ensemble des formalités, que ce soit pour leurs bagages, leurs effets personnels, que pour leurs véhicules, s'ils sont
accompagné de véhicules. Voilà, il faut toujours sensibiliser quelques personnes. Quelquefois, les personnes ne sont pas chargées. On leur demande de prendre un bagage et qui peut être douteux, ce bagage, et cette personne va être impliquée sans le vouloir, en voulant faire du bien, en fait. Tout à fait, oui, parce que l'élément moral dans le droit douanier en Algérie ou partout dans le monde, il n'y a pas l'élément moral de cette infraction douanière. Si vous détenez un bagage suspicieux, vous êtes responsable de ce bagage. Donc, il y a ce travail de sensibilisation, d'information, de communication à l'égard des voyageurs, justement pour éviter de toucher ou de s'approprier des bagages qui ne sont pas les leurs. Et donc, ça risque d'avoir des contentieux et des infractions qui sont très lourdes parfois, et c'est ce qu'on ne souhaiterait pas avoir. Exactement. En plus donc du contrôle de police, bien sûr, le contrôle de documents, bien sûr, c'est très important. Il y a eu donc une facilitation à ce niveau-là également. Il y a de nouveaux appareils qui permettent de contrôler rapidement aussi, pour éviter donc ce flux aussi qui resterait en attente longtemps. Oui, ça c'est l'aspect équipement qui sont mis en place. Tout un équipement spécial. Tout ce qui est l'équipement de contrôle non intrusif, les scanners évidemment et tous les autres équipements de détection. Moi je voudrais, madame, parler avant d'arriver à l'aspect contrôle par les équipements, parler des aspects formalités qui se déroulent à bord des cars ferries et des aéronefs. Très bien. Vous savez que pour les voyageurs, il y a ce qu'on appelle deux types de... Soit le voyageur, il a des devises ou des objets de valeur à déclarer. Il y a une déclaration de devise, c'est un formulaire à renseigner. D'accord. Ce formulaire, il est distribué à bord des cars ferries et des aéronefs par les brigades navigantes, qui permet au voyageur qui a des devises ou des objets de valeur à déclarer de faire sa déclaration en douane. C'est un simple formulaire à renseigner. Cette déclaration de devise également est téléchargeable sur le site web ou le portail de la douane www.douane.gov.dz. Également, lorsqu'il s'agit des véhicules, à bord des cars ferries, il y a une brigade navigante qui a la charge de ce travail d'établir les titres de passage en douane. TPD veut dire titre de passage en douane. Les titres de passage en douane, c'est une déclaration simplifiée de l'admission temporaire du véhicule en Algérie. Ce titre de passage en douane à l'entrée est réservé pour les non-résidents, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Lorsqu'il s'agit d'un non-résident national, le titre de passage en douane a une durée de 6 mois. C'est-à-dire le véhicule il rentre en Algérie temporairement pour une période de 6 mois, non prorogeable sur une durée de 12 mois. Et au bout des 6 mois, le véhicule doit être réexporté, doit rejoindre le pays d'origine de dématriculation. Lorsqu'il s'agit d'un non-résident étranger, la durée du TPD, titre de passage en douane, est de 3 mois, qui pourrait être prorogeable jusqu'à 6 mois. Voilà. Ça dépend si le voyageur décide de rester un peu plus ou pas. En fonction des conditions, il doit justifier les raisons pour lesquelles il voudra proroger son TPD. Très bien. Voilà. Et à la sortie, le TPD à la sortie, c'est un titre de passage en douane pour l'exportation temporaire des véhicules immatriculés en Algérie. D'accord. Ce véhicule matriculé en Algérie appartenait à un Algérien résident ou à un étranger résident en Algérie. La durée de TPD à l'export est de 6 mois non prorogeable. Au bout des 6 mois, le véhicule doit être réimporté en Algérie. D'accord, voilà. Ok. Alors, ça fait partie de ces dispositifs d'information et d'orientation des douanes algériennes, c'est-à-dire que ces informations, on peut les trouver aussi sur Internet, avant donc de venir et trouver peut-être quelques difficultés. Justement, dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, d'information et de vulgarisation sur les dispositifs mis en place pour la saison estivale, il y a des spots d'information. Il y a des supports d'information qui sont préparés par la Direction générale des douanes, sous forme de brochures, de dépliants, etc., justement pour expliquer. Nous avons également mis en place toute une logistique pour cette diffusion, cette transmission des brochures et des supports d'information. Ça, c'est en parallèle avec toutes les informations, une panoplie d'explications qui se trouvent sur le site web de la douane algérienne,
qui est www.douane.gov.dz. Voilà, tout ça est bien expliqué. Alors ça fait partie bien sûr de tout ce travail. Alors vous êtes nombreux, j'imagine en ce moment, à cette période estivale, avec, comme vous l'avez dit, toutes ces régions, que ce soit terrestres, maritimes ou aériennes. Hein. Oui, tout à fait, parce que à l'arrivée de la saison estivale, nous procédons également au renforcement des effectifs. C'est ça. Il faudra bien mettre en place les effectifs qu'il faut. Exactement. Pour l'orientation, pour l'information, pour l'accompagnement et pour le contrôle également. Donc tout renforcement des dispositifs se fait par un renforcement des moyens humains et matériels revenant à l'équipement de contrôle des voyageurs et des véhicules. Et bien sûr le retour aussi. Alors c'est vrai que chaque pays est souverain et donc a son propre patrimoine matériel. C'est important aussi de le signaler. Et encore une fois, il faut faire très attention à nos objets ou notre patrimoine matériel. Hein. Que ce soit les plantes, les objets qu'on visite ou qu'on veut emporter avec nous comme souvenir. Et tout à fait, ça c'est. Et ça, vous êtes formés pour ça. Hein, nous sommes formés pour ça et nous avons un œil très regardant par rapport à ça. Tout ce qui est risque de contrebande ou de sortie illicite des objets de valeur, c'est la richesse de l'Algérie. Tout à fait. Tout ce qui est les objets d'antiquité, les objets culturels, les objets de la richesse algérienne, qu'elles soient de la faune ou de la flore, ça ne peut pas être... ça passe pas inaperçu. Hein, ça passe pas inaperçu. On ne peut pas tolérer la contrebande. Ça, c'est pas tolérable. Voilà. Ça, c'est entre guillemets. Hein, c'est pour rappeler un petit peu l'énorme travail que vous faites au quotidien, pas que pour la saison estivale. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On vous souhaite bon courage pour ce que vous faites. Et puis, surtout, bon contrôle. Hein, merci, madame. Le contrôle, oui, ça viendra avec le nouveau système d'information. Il permettra d'un contrôle intelligent avec l'usage des nouvelles technologies, justement, pour permettre cette fluidité, ce traitement rapide des voyageurs, sans pour autant qu'ils sentent le contrôle. Tout à fait. Vous avez senti les Algériens contents de venir dans leur pays? Tout à fait, sont très contents de revenir vers leur pays, sont contents également de l'amélioration du dispositif de traitement et de la fluidité de traitement du car ferry qui ne dépasse pas quelques minutes, même pas 1h30, on fait le traitement du navire. Très bien. Eh bien, bravo en tout cas à vous, à toutes vos équipes. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle, Mourad Mazouz, vous êtes donc contrôleur général, sous-directeur des procédures et des facilitations au niveau donc, des douanes algériennes. Merci. Bonne journée et bon courage à vous. Ça continue, la saison estivale va s'arrêter jusqu'à? Oui, ça continue jusqu'à la rentrée scolaire, bien évidemment. Eh ben voilà. Mais les voyages continuent, les traversées continuent à se faire durant l'hiver et l'automne. Exactement. Eh bien, merci beaucoup encore une fois. Et puis, on continue notre émission. Je vous invite à apprécier cette détente musicale avec Cardier japonais puis le groupe Imzad. وقال لي اسمع ليا وهاك دي الخبار جاني بشار بالخافية ويحكي لي ما صار وقال لي اسمع ليا وهاك دي الخبار في هكار نتلاقى وعلى طاسي لي غنى
إله إلا هو تعالم القدر حليت عيني وعلى كتابي وفهمت الميساج ولا إله إلا هو عالم القدر إيه في الدار نتلاقاو وعلى راسي لي غناو J'espère que vous avez apprécié ces rythmes. On continuera dans l'information puisque depuis ce matin, nous avons cette tâche donc, de vous informer et de vous donner toutes les nouveautés qu'il existe, en particulier cette fois-ci avec Algérie Télécom qui a mis en ligne ce site, ce lancement officiel de l'agence commerciale. Et donc pour nous en parler, nous avons notre invité, M. Azdine Harik. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci de me recevoir. Vous êtes directeur de communication au niveau d'Algérie Télécom et vous êtes là pour nous parler de le lancement de ce site officiel en fait de l'agence commerciale. Ça a été fait jeudi dernier d'ailleurs, c'est tout récent. Exactement. En fait, le lancement a été effectué effectivement le jeudi dernier. Oui. Il s'agit d'une agence commerciale. En plus de toutes les agences commerciales que vous avez sur le territoire. Tout à fait. Donc c'est une agence commerciale. Sa spécificité, c'est que c'est une agence qui est virtuelle, qui a été réalisée et modélisée 100% en 3D. Donc c'est une manière d'offrir une expérience utilisateur inédite et différente aux clients d'Algérie Télécom et à l'internaute de manière générale. Donc comme je disais, c'est une agence, c'est un espace qui permettra à l'internaute d'accéder à un certain nombre d'offres et de services que offre Algérie Télécom au niveau de ses agences commerciales. Donc c'est un espace dédié spécialement, c'est-à-dire il contient trois principaux, on va dire, lieux où l'internaute pourra visiter. Le premier, c'est un espace d'accueil orientation. Le deuxième, c'est un espace où il pourra visiter un petit peu tous les produits et les objets que l'internaute trouvera au niveau de ces agences habituellement. Par exemple des modems, des appareils téléphoniques, des licences antivirus, des tablettes et tout ça. C'est-à-dire il pourra connaître les prix, tout ça, donc il pourra visiter tout ça. Et en même temps, il y a aussi un espace dédié au service et que le client a l'habitude d'effectuer au niveau de ces agences-là, c'est-à-dire qu'il pourra recharger en ligne, payer ses factures téléphoniques, Internet et ADSL. Il pourra aussi effectuer une demande de ligne. Il pourra signaler un dérangement éventuellement et plein d'autres service. Tout au long de sa visite virtuelle, le client pourra apercevoir des panneaux, des spots publicitaires. On est en train de visualiser justement ces pages vous avez rapportées. Alors pour justement aller plus vite, plus rapidement, aujourd'hui c'est ce qui se fait partout dans le monde, avoir donc la possibilité de visualiser son contrat, visualiser son agent en fait. Tout à fait. Il pourra même c'est-à-dire, il pourra même réaliser des prestations. C'est-à-dire, il pourra faire la demande, comme je disais, il pourra faire plein de services. Voilà.
Donc c'est un store qui a été réalisé entièrement en 3D, je disais. Donc ça, il peut même être visité à travers un casque de réalité virtuelle pour plus d'immersion. Voilà, donc il est accessible via le store, via le site store.at.dz ou carrément via le site web d'Algérie Télécom. Il faut s'inscrire. Est-ce que le client a une particularité en introduisant peut-être son numéro de téléphone ou pour peut-être visualiser plus facilement? Non, aucune inscription. Non, il suffit juste simplement de rentrer sur le site Algérie Télécom ou store.at.dz. Il pourra visiter librement à condition qu'il dispose d'un accès Internet. Donc l'avantage, c'est qu'en plus des services offerts par ce store, il pourra visiter tout le temps et partout. D'accord. On peut par exemple voir notre facture de téléphone, tout à fait, Internet, à travers etc. l'espace client. D'accord. Voilà. C'est réellement une expérience. Au sein d'Algérie Télécom, nous avons souhaité créer le maximum de c'est-à-dire on voulait reproduire une agence réelle. Bien sûr, on va la développer continuellement, mais le résultat que nous avons eu, nous l'avons testé auprès des utilisateurs, il est assez satisfaisant. Voilà, donc nous sommes très très contents de pouvoir le lancer pour la première fois en Algérie. Une autre proximité, on va dire virtuelle. Exactement, tout à fait, voilà. Toujours plus proche. Approcher plus le client, toujours plus proche. Cette fois-ci virtuellement, en plus pour essayer de désengorger peut-être les agences aussi. Oui, aussi, c'est désengorger les agences et en même temps, vous savez, l'Internet et les technologies offrent des possibilités infinies, donc le fait que ce type de service facilite la vie du quotidien des Algériens, c'est bon à prendre. C'est une première expérience pour vous, cette visite virtuelle, on va dire, et c'est une expérience que vous allez mener, j'espère, peut-être, et agrandir peut-être ce site. C'est ce qui est prévu, justement, et ce qui nous fait encore plus plaisir, c'est que c'est un store virtuel qui a été réalisé en collaboration avec l'ANPT, qui est l'Agence nationale du développement des parcs technologiques. Nous avons un partenariat avec cet organisme qui dépend du ministère de la Poste et des Télécommunications, et à travers des startups. Donc c'est des startups que nous avons accompagnées et nous sommes doublement heureux parce que nous avons donné la possibilité aux startups de s'exprimer davantage et de proposer des idées innovantes au grand bonheur des Algériens. C'est ce qui a été fait d'ailleurs et pour ça c'est une première en tout cas pour votre agence. Parler aussi donc de la formation. Beaucoup de jeunes aujourd'hui s'intéressent à cette prestation de service au niveau de Algérie Télécom. Oui, beaucoup de jeunes. C'est-à-dire nous avons plein de jeunes, plein de talents. Ils ont besoin d'utiliser Internet de manière encore plus innovante. C'est-à-dire le fait qu'on offre cette possibilité, ça facilite la vie aux Algériens et notamment aux jeunes qui s'intéressent beaucoup à ce type de service innovant. Voilà, et parmi les opérateurs téléphoniques, vous êtes aussi sur le marché algérien, donc au même titre que d'autres, avec cette concurrence qui doit faire face justement à la demande. C'est clair, c'est un secteur qui est dynamique, où les besoins en matière de technologie de l'information évoluent continuellement et nous sommes l'opérateur historique du pays. Nous avons une grande responsabilité, c'est celle de développer des réseaux et des services de télécommunication. Nous avons inscrit dans le cadre de notre plan d'action le fait de développer des services en plus du réseau que nous développons continuellement à travers la FTTH, à travers la 4G LTE, à travers la DSL et tout ça, et la téléphonie. Donc nous avons tracé comme objectif celui de développer des services à forte valeur ajoutée et en même temps accompagner tous les acteurs qui gravitent autour de cet écosystème des télécommunications. C'est très important et surtout la prestation de service, justement, vous parliez d'un DSL, c'est vrai que c'est important aujourd'hui, la demande est très forte en matière donc de débit, en matière donc de fluidité aussi de ce service. Aujourd'hui, les Algériens sont tous à la demande, c'est plus une prestation qu'on va acheter, etc. Aujourd'hui, ça devient une obligation, tout le monde doit l'avoir chez soi. C'est clair, au même titre que l'électricité. Exactement.
Voilà, donc par le passé, les clients demandaient des connexions. Oui, par le passé, les clients demandaient des connexions Internet. Aujourd'hui, on ne demande pas uniquement une connexion Internet, on demande une connexion Internet avec un débit supérieur. C'est ça. Nous l'avons compris, nous y travaillons. Et l'année passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, nous avons doublé notre débit 2 fois. Le débit minimum était de 2 mégas, il est arrivé à 4 mégas. Par la suite, il est passé de 4 mégas à 10 mégas. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de proposer une connexion Internet minimum de 10 mégas et qui est certainement appelée à évoluer. Abordable et c'est-à-dire c'est des tarifs étudiés et voilà donc pas de coupure. Pas de coupure, oui, bien sûr, avec l'utilisation du FTTH, la fibre optique qui permet d'avoir une qualité supérieure, avec quasiment pas de coupure, pas de vol de câble, parce que vous savez très bien que nous assistons à un phénomène de vol de câble en cuivre, et le fait de déployer d'aller vers le FTTH et de déployer la fibre optique, ça permet de diminuer un petit peu, ce qui permet aussi de diminuer les désagréments et les coupures. Sensibiliser le citoyen aussi au piratage, parce qu'il existe malheureusement quelquefois le piratage, que ce soit sous votre fenêtre carrément. Tout à fait. C'est important de sensibiliser aussi. C'est normal. Il y va de notre responsabilité. Nous sommes un opérateur qui offre du service et en même temps nous avons aussi la responsabilité de les sensibiliser, de leur dire que l'utilisation d'Internet doit être faite de manière, c'est-à-dire il faut utiliser Internet à bon escient, c'est-à-dire elle offre la possibilité d'évoluer, elle offre la possibilité de lire, de s'informer, tout ça. Et une meilleure utilisation permet aux gens d'évoluer et de s'émanciper davantage. Tout en protégeant les données de chacun, de chaque individu, de chaque client bien sûr. Tout à fait. Et en fait c'est la responsabilité de tout le monde, c'est-à-dire l'écosystème de technologie de l'information en Algérie, c'est plusieurs acteurs, c'est les utilisateurs, c'est les opérateurs, et c'est plusieurs acteurs qui gravitent autour. Très bien. En tout cas, on rappelle l'information pour laquelle vous êtes venu ce matin, c'est justement la mise, le lancement officiel de l'agence commerciale d'Algérie Télécom. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Encore une fois, donnez-nous envie de venir voir cette agence virtuelle. Avec plaisir. Voilà. Vous avez la possibilité de la visiter quand vous voulez. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle Monsieur Azdine Harik, directeur de communication de Algérie Télécom. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Bonne chance et bon courage. Et bon congé, Inch'Allah. À vous aussi. Voilà. Merci. On continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Faria Hamdi. Elle nous dresse le portrait de cet artisan vannier du côté de Qli'a, Mohamed Moualed, connu dans la région. On se retrouve juste après. De quelques brins d'osier et avec beaucoup d'imagination, il fait naître entre ses doigts des objets aussi variés qu'étonnants. Le métier d'artisan vannier, Mohamed Moualed le maîtrise depuis son plus jeune âge. Son adresse s'échange de bouche à oreille et ses clients affluent de partout. Mohamed a rangé son diplôme en communication dans son tiroir pour suivre les traces de son père. Sa marotte à lui, c'est de créer des meubles et des objets de vannerie fine. Un métier de maître artisan qui coule dans ses veines et qui accomplit avec amour et passion. Je me rappelle, j'étais presque enfant, je dirais 12 ans, 13 ans, 14 ans, on commençait à côtoyer la vannerie. C'est une attirance du sens, c'est-à-dire c'est quand on voit on voyait les grands frères et mon père qui travaillaient, donc on était obligé de travailler avec eux et d'apprendre. Et je dirais plutôt que l'ancienne génération, plutôt mon père, ne voulait pas qu'on apprenne le métier. Par contre, on voulait, c'est-à-dire on s'approchait. Bon, au début, on s'approchait par la simplicité c'est-à-dire on touchait à tout, c'est-à-dire on touchait à l'osier, ce qu'on appelle l'osier, qui m'a aidé. Donc on essayait à l'époque quand il y a la mode les chaises pour enfants, des petites chaises pour enfants avec des tables. Donc il y avait des paniers à fleurs qu'on faisait, mais je ne sais pas si vous vous rappelez. Quand à la mode qui de la rosa ولا يديروا un panier à la devanture de la voiture, un panier هكذايا ويديروا noir. Je me rappelle هذيك هي الحاجه اللي تعلمناها الاولى.
C'est à partir des années 50 que la famille Moualed s'installa à Koléa où Haj Saïd et ses frères exerçaient ce métier. Rajoutez à ça la tapisserie des matelas à l'ancienne. C'est une histoire où la famille Moualed elle s'est installée dans les années 40, je dirais 40, 50. Elle s'est installée à Koléa. Elle a ramené l'activité هذه تاع لافانري اللي كانت بكري لافانري فين كانوا يخدموا غير حاجه صغيره بلوزي. قلت لكم مع الوقت il y a eu l'apparition تاع le rotin, au moelle de rotin. Bon, avant l'indépendance, il y avait les Français qui ont ramené la moelle de rotin. D'ailleurs, il y a une photo de mon père en 1932 où il est pris avec une table à roulettes. Je vais vous la montrer après. Donc, c'était en 32. Là, c'est une table à roulettes que mon père a tissée avec de la moelle de rotin. C'est une preuve qu'il y a la moelle de rotin. La moelle, c'est à peu près, c'est la même tige qui m'a هذه, sauf que c'est une tige اللي ما تكسرش. Elle est solide en plus. Donc, elle est souple. ماشي كيما اللوزي لازم نديروه في الماء يتشمخ ونسعفوه. Donc هذا هو. Panier, corbeille, couffin, fauteuil. Car la vannerie est très répandue dans la ville de Koléa. Des familles s'y consacrent jusqu'à nos jours. Voilà, la première opération c'était d'enlever quelques tiges au niveau de la chaise et essayer de retaper une autre chaise. On a essayé de refaire complètement l'assise parce qu'elle était abîmée, et on a essayé de refaire c'est-à-dire il y avait des trous, il y avait des tiges qui étaient abîmées au niveau du dossier. كما لهنا quand vous voyez ici quand تشوفي كما هنايا كيفاه يكون عندنا ان فيد خيط تقطع on est obligé de le refaire, c'est-à-dire نعاودوا ندخلوا une tige واحده اخرى نتيسيوها de façon que يولي يبان هذيك لا شاز مخدومه et elle est retapée وتعاود تولي عندها une deuxième vie. L'art de tresser les fibres végétales, lame de bambou, l'alpha, lame de palmier, est un métier qui s'exerce selon la région et selon la disponibilité de la matière appropriée. Voilà, c'est un savoir-faire bien de chez nous et la dextérité de nos artisans et des mains de ces artisans et artisanes qui façonnent des objets magnifiques et qui font partie de ce patrimoine matériel que nous gardons jalousement. Eh bien, vous allez voir, nous allons aussi faire connaissance avec ces femmes tisseuses de la région d'Et Hichem. C'est une région qui est connue pour son savoir-faire dans la tapisserie, le tapis, qui a beaucoup voyagé aujourd'hui, et elles sont les ambassadrices de cette région. Alors, on va présenter la vice-présidente de l'association des femmes tisseuses de la région d'Et Hichem, Ghnima Lacroute. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous les Algériens qui écoutent cette émission. Et je vous remercie pour cette invitation. Et je suis ravie d'être parmi vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes venu aussi avec deux adhérents de l'association. Soraya Ben Chaben, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous, مرحبا بك. يعطيك الصحة. Je suis une femme tisseuse. Voilà, vous êtes une tisseuse. Je travaille avec Madame Lacroute. Voilà, vous êtes une femme tisseuse. Vous avez hérité de ce legs par vos mères, grand-mères, etc. Toute ce savoir-faire. Voilà. Bienvenue en tout cas. Vous êtes venu aussi avec Sahida Ben Chaben. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour nos chers téléspectateurs et toute l'équipe. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes donc ces femmes qui avaient cette lourde tâche de transmettre, et vous faites partie de l'association pour encore une fois sauvegarder cet héritage. Oui. C'est ça, c'est important. Oui, c'est très important. Tout d'abord, je tiens à rendre hommage à nos femmes tisseuses qui sont décédées. Alors,
celles qui sont encore en vie, je leur souhaite longue vie. Et je tiens à rendre hommage aussi à M. Ed Ali Slimane El-Arabi, c'est le fondateur de l'association Sidi Ouad, c'est la première association qui a été créée au village d'Etisham en 89. Alors, comme je dirais aussi, le village d'Etisham, il est très connu par son tapis. On ne peut pas parler d'Etisham sans parler de son tapis. Parce que le village d'Etisham, il a connu le tissage bien avant. Ça fait des siècles qu'il a connu le tissage, mais le tapis était introduit à l'école d'Etisham dès sa construction, c'était en 1892. Alors, c'est à partir de là que les institutrices ont commencé à former des filles, parce que c'était l'école de filles. C'était la première école, si vous pouvez dire, du Nord-Africain. Alors, oui. Alors, une des plus connues en tout cas, et nous, on a eu la chance et le privilège de recevoir une des doyennes donc de ce legs, ce tissage, c'est Natawus Laïrhamha, qui était venue même sur ce plateau. Elle était âgée, mais a tenu à venir pour parler donc de ce savoir-faire qu'elle transmettait déjà à d'autres jeunes filles, d'autres dames donc de la région. Oui. Madame Etisad. Etisad aussi. Oui, Madame Etisad Dornema, elle a travaillé, elle était ancienne Moudjahida. L'hommage revient à toutes les femmes tisseuses, comme il a dit Arti Saïda. Alors, l'hommage pour toutes les femmes tisseuses, Madame Etisad Dornema, il y a des autres avant elle, mais on va parler de Madame Etisad. Notre école, la construction Tao, c'est en 1875. L'ouverture de ses portes, c'est en 1892, gérée par les Français. À l'époque, elle était école ménagère. Qui dit école ménagère dit tout ce qui est concerné par la femme. Le repassage, le tissage, la broderie, la bonneterie, toutes les activités concernées par les femmes. Alors, pendant la guerre, l'école a fermé ses portes parce que même les femmes tisseuses du village, مازالهم يديروا l'activité في ديارهم. Bien sûr, chaque famille avait son propre métier à tisser. Pour qu'ils tissent des burnous, des capuches, des chaussettes. Ben oui, parce que l'hiver était rude et pour les moudjahidines aussi, il fallait les équiper. Après l'indépendance, l'école a réouvert ses portes en 1963, gérée par Madame Etisad, qui est l'ancienne Moudjahida. Alors elle est venue, M. Eid Ahmed, avec colonel Ould Hajj. Alors ils ont dit on va te récompenser parce que vous avez travaillé beaucoup avec nous. Elle a dit جاهدت ومازال نجاهد. هم يضحكوا علاش تجاهد parce que la guerre a mis fin, c'est l'indépendance. Quand la guerre elle a laissé des orphelines, des orphelins, des veuves. Alors si vous voulez que il faut réaménager pour la réouverture de cette école pour donner un gagne-pain pour ces bonnes dames. Alors l'école a réouvert ses portes en 63. Elle a commencé à travailler avec le village, comme elle a vu que c'est un métier rentable. Elle s'est rapprochée des villages voisins, etc. Il y a beaucoup de villages entourés par Etihichem. Etihichem, elle a une bâtisse que c'est un patrimoine. Alors, je demande à tous ceux qui vont écouter cette émission de venir voir cette bâtisse qui est construite en 1875, de la préserver. Ce qui nous a poussé à faire cette association, c'est de sauvegarde et la promotion du tapis comme le on est en train de voir justement ces tapis magnifiques, typiques de la région, donc de Kabylie, surtout d'Etihichem, parce qu'on connaît le tapis donc de Rdaya, qui est aussi un très beau tapis qui est connu dans la région. Celui-ci est donc dans la région d'Etihichem et le savoir-faire donc exclusivement féminin. Donc de ces dames qui ont ce métier à tisser chez elles, en général, dans leur maison. Mais aujourd'hui, vous êtes aussi formatrice. Vous formez donc des jeunes filles au centre de formation. Depuis mon jeune âge, j'ai fait une formation dans cette école. Alors, j'ai mon diplôme, le premier diplôme, une attestation de qualification en 73. Le jour où j'ai
sollicité la formation pour avoir un poste budgétaire pour former des générations. Ils m'ont demandé d'avoir un diplôme. Alors j'ai refait ma formation de 3 ans. J'ai fait une formation de 5 ans pour enseigner cette activité qui est le tissage de Hichem. Alors depuis 2000, j'ai donné mon savoir-faire à d'autres générations, à tous les gens, à toutes les filles de la wilaya de Tizi Ouzou. Alors ces tapis ont un décret présidentiel lors de la visite de Houari Boumdillahi Rahmo. Alors, dès qu'elle est rentrée à la présidence, il lui a donné un décret présidentiel. Alors, il a un premier prix à l'UNESCO. Alors, ce tapis, il a une valeur énorme, inestimable, et une valeur aussi patrimoniale qui est très importante. Vous avez des doigts de fée, comme on dit, et vous avez un métier très difficile quand même. C'est des heures et des heures de travail, de concentration pour essayer donc d'ajuster les couleurs, la géométrie. C'est très important. Vous travaillez sur des cartes, c'est ça aujourd'hui? Fait à la main, avec votre propre initiative, imagination, ou carrément avec des schémas? Des cartons. D'accord. Pour enseigner cette activité, pour l'enseignement, je parle de l'enseignement. Alors, pour enseigner, pour donner ce savoir-faire pour les stagiaires, alors on fait des cours théoriques pour le dessin. Il y a le TP, il y a le dessin, il y a les calculs. Alors, après, c'est mémorisé. Voilà. On voit ni la maquette, ni rien du tout. Alors, tu dis pour les stagiaires de faire le dessin, par exemple, le pied de coq. Dans sa tête, elle va le placer. C'est quoi le pied de coq? Là, on le voit ici? Non. Non. Ouais. C'est des couleurs qui sont aussi typiques de la région? Oui, c'est les couleurs typiques de la région. Voilà, celui-là, c'est le pied de coq. C'est le pied de coq. Oui, qui ressemble au pied de coq. D'accord. Comme vous le voyez. La patte, bien sûr. La tête de serpent. La tête de serpent, d'accord. Voilà. Les perdrix. Les éperdries. Alors, c'est un métier d'avenir, c'est un métier rentable. Ce que je souhaite à toutes les filles qui n'ont pas un certain niveau, parce que cette formation ne demande pas beaucoup de niveau, de se rapprocher de la formation pour faire une formation, pour sauvegarder notre patrimoine, pour sauvegarder notre identité, parce que si on perd cette identité... C'est vrai. Et c'est de la laine pure? Malheureusement. Non. Alors, la matière première aujourd'hui? La matière première, ça manque beaucoup. On travaille avec la synthétique, l'acrylique, parce qu'il y a le manque de la matière première. Alors, j'ai fait beaucoup de... Peut-être qu'à l'époque, c'était des teintures naturelles, des teintures synthétiques aussi, peut-être, qui pouvaient arriver au village. Et surtout, la matière première, la laine, qui était une laine naturelle. La laine naturelle, on la trouve à Rabdeya, on la trouve à chercher. Pour faire un tapis, il nous faut du temps et c'est coûteux. Alors, on essaie de travailler avec la synthétique pour arranger tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus la dame qui prépare carrément sa laine comme à l'époque, etc. Non. Aujourd'hui, vous utilisez. Mais peut-être que ça permet aussi d'activer dans le travail. Alors, avant, on fait une association sans rendre compte. Il y a des villages qui ne savent pas faire le tissage, mais font l'entretien de la laine. Comme l'entretien, le cardage, le filage, le nettoyage. On met dire l'activité, on dire le tissage. Voilà. Ça fait un travail en commun. C'est ça. Pour réaliser un tapis. Mais maintenant, l'entretien de la laine, elle est partie. C'est dommage. Peut-être qu'avec votre passage aujourd'hui, ça sera l'occasion à d'autres donc de s'intéresser à ce créneau, donc de la préparation de la laine, la teinture de la laine, du cardage de la laine, etc., du nettoyage. C'est toute une préparation, plein d'étapes en tout cas pour arriver à ce résultat. Plusieurs opérations. Ce patrimoine. Exactement. Alors si vous êtes là aussi, c'est pour annoncer du 16 au 20, il va y avoir donc la fête du tapis. En ce moment, c'est la fête du bijou à Etniedni. Et puis du 16 au 20, ça sera la fête du tapis à Ait Hichem. Donc vous allez vous apprêter à accueillir bon nombre de visiteurs à cette fête? Oui, justement, on tient à inviter tout le monde sera le bienvenu. On lance un appel en même temps parce que l'association n'a pas assez de budget, alors on lance un appel
pour toute personne qui peut donner une aide. Elle sera la bienvenue et on va la remercier d'une manière. Tout à fait. Alors, voilà. Soraya, ça fait combien d'années que vous êtes dans le tissage? Moi, j'ai 30 ans. 30 ans. Vous avez commencé toute jeune? Oui. C'est donc de famille? En même temps, je travaille à l'école textile Hammam. D'accord. Voilà, en même temps. Voilà, la Hiberk. En tout cas, on est très fiers de vous recevoir parce que vous avez vous aussi des doigts de fée. Vous avez réussi à garder ce patrimoine en Algérie déjà et vous le transmettez aussi aux jeunes filles? Bien sûr. Bien sûr. Vous avez un très joli site aussi qui est fait par vous-même. Bien sûr. C'est des exemples que vous faites de ces produits, que ce soit des tapis, des sacs, un peu tout. Voilà. Ou la fête du tapis, comment ça va se passer? Inch'Allah, ça va bien. Inch'Allah, Inch'Allah. Et il y aura du monde qui viendra vous poser des questions concernant la couleur, donc des tapis, etc. Comment ça se passe en général, alors, la fête? La fête du tapis, je vais dire à tous les Algériens, c'est alors mais je fais l'émission qui sont les bienvenus au village d'Etihichem, la commune d'Etihia. On remercie tous les organismes qui ont contribué à la réussite de la fête du tapis, comme le comité de village Netihichem. Je leur dis bonjour, Netihichem Maran, je remercie aussi la DGS, la direction du tourisme et l'artisanat, la chambre des arts et métiers, la formation professionnelle qui nous a aidés pour la réussite de cette fête du tapis. Alors, nous, on a un programme très riche pendant les 5 jours de la fête du tapis. On a une conférence sur l'estampillage du tapis, l'évaluation du tapis. On a une conférence, on a une sensibilisation à toutes les wilayas qui vont se rapprocher de la fête du tapis Netihichem pour faire l'estampillage, pour faire une étiquette sur le tapis Netihichem, voilà, sur la qualité du produit fini. On a à chaque jour une animation. On a un défilé de mode, on a l'accueil des artisans, la cérémonie pour la délégation, le wada pour tous les gens de la commune. Vous aurez toujours de belles tenues comme ça, portées la Hiberg. Voilà. Et ben, en tout cas, on a été ravis de vous recevoir ce matin dans Bonjour d'Algérie pour parler justement. Donc, allez-y rapidement. Pardon. Je tiens à compléter les deux de Madame Lacroix tout à l'heure concernant l'école d'Etihichem. Je vais citer les institutrices qui ont marqué leur passage dans cette école-là. C'est Madame Isara Delay Perra, Madame Abdeslam en 1918 qui a utilisé le papier millimétré. C'est la première qu'elle a utilisé. Madame Chantréau, Madame Madame Zemour, Madame Abdeslam Wardia, Madame Ferra, Madame Abdeslam Taous, Madame Aïtissa Darnima entre 63 et 87 et Madame Oldbraham Nora entre 88 et 2000. Et maintenant, c'est Madame Lacroix. En tout cas, bravo à vous, mesdames, parce que vous n'oubliez personne et vous rendez hommage à toutes ces dames qui ont réussi à perpétuer donc, ce savoir-faire et cette tradition donc, du tissage. Merci beaucoup, Madame Renima Lacroute, vice-présidente de l'association des femmes tisseuses de Etihichem, Madame Soraya Ben Chaben, merci beaucoup, femme tisseuse et membre de l'association, et Madame Saïda Ben Chaben également, merci beaucoup, membre de l'association. On vous dit à très bientôt pour la fête du tapis. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, on ne rate pas le rendez-vous et vous aussi, ne ratez pas le rendez-vous d'Etihichem après la fête du tapis, après le salon du livre, donc aussi en Kabylie. Ne ratez pas aussi ce beau rendez-vous avec le savoir-faire bien de chez nous d'Etihichem. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. On se donne rendez-vous dès demain à partir de 9h à 8h du matin avec Smaïl Belqaidia en direct de Constantine. Mercredi, jeudi, ça sera Oran avec Iman Mahrougras. Et puis, on se retrouvera ici à la centrale avec Nour Houda Bouzagaou à partir de vendredi matin. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. ماشي الساعة أربد غرابانيس العقل يتحير يركبي الحيل شبه مهبول على مدور يفدل حفار عيروح بروحه الخصم